Bien, nous accueillons aujourd'hui Anne Béillard-Geslan, collègue et amie de l'Université de Bordeaux. C'est maximum parce qu'ils n'ont plus de gardiens. D'accord. Très bien. Comme vous le savez, Anne Béillard, professeure sémiotique à l'Université de Bordeaux. Elle est spécialiste sémiotique de objets, sémiotique du design, sémiotique de la photographie, sémiotique de l'image en général. Je vais donner quelques titres. Elle est l'auteur d'une énorme quantité d'articles, pour diriger plus d'une vingtaine d'ouvrages. Je vais donner quelques titres de ces ouvrages à elle, de ces dernières, comme Insaisissable et vivant, une sémio-anthropologie de l'art, Invention de l'autre, le juif, le noir, le paysan, l'alien, sémétique du portrait, sémétique des objets, la matière du temps, sémétique du design, l'image préoccupée. Somme travaille depuis très longtemps sur la sémétique de l'image du sujet. Anne, elle a été présidente de l'Association française de sémétique, directrice du laboratoire MICA à Bordeaux. Elle est la directrice de la revue Visible. Elle a été aussi la rédactrice en chef de Actes sémétiques pendant très très longtemps. Aujourd'hui, elle va intervenir avec une conférence. Le titre, c'est Des stéréotypes et des graphiques. Une étude de la collection de photographies de Brassai. Merci beaucoup, Anne. À toi la parole. Merci beaucoup, Juan. Merci beaucoup, Maria-Julia. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde dans la salle et en ligne aussi. Merci de votre invitation. Alors, ce sera un petit peu différent, mais nous sommes reliés avec l'audio par la question des stéréotypes, bien entendu. Voilà. Alors, on va faire un petit saut dans le passé. Donc, excusez-moi pour la présentation, mais on n'a pas réussi à trouver une façon d'éviter ce déroulement et d'éviter ces petits textes surajoutés sur les diapos. Voilà. Alors, le corpus des graffitis parisiens photographiés par Brassai pendant plus de 25 années offre l'opportunité d'observer la sédimentation d'un vaste corpus discursif qui fige et qui renouvelle des formes dans une praxis énonciative. Il permet plus exactement d'observer l'événement de la rencontre entre des formes et une instance qui les prend en charge, qui les assume, qui les amplifie et les fige dans une forme, ou alors introduit une bifurcation qui en réoriente le sens. Entre stabilisation et énonciation, la praxis énonciative met en scène la présence et permet d'en observer les variations. Or, cette praxis énonciative doit ici être rapportée à une technique d'inscription particulière, la gravure. Quel lien le graffiti, et en particulier celui qui est gravé, entretient-il avec le stéréotype? Comment assure-t-il sa diffusion et sa transmission? Alors, je vais étudier dans un premier temps la pratique photographique de Brassai, l'analyse du corpus de graffiti gravé qu'il a construit, nourri par ses commentaires et par les propositions de Lévi-Strauss, me permettra ensuite de construire la notion de stéréotype lent, qui, dans un troisième temps, pourra éclairer les règles de fonctionnement du stéréotype visuel. À partir de 1932 et jusqu'aux années 1960, Gyula Holasz, ça se prononce comme ça, je crois, plus connu sous le pseudonyme de Brassai, non construit à partir de celui de sa ville de naissance en Hongrie, Brasso, photographie les graffitis des rues de Paris. Sa pratique est un exact contrepoint au principe de l'instant décisif popularisé par Cartier-Bresson, car la prise de vue nocturne exige de longs temps de pause, d'où l'utilisation d'un appareil sur trépied, un Voigtlander de format 6:9, dont la stabilité garantit la plus grande netteté de l'image. Un rendu analogique. Brassai transporte ses plaques de verre dans une grande sacoche à laquelle il associe un sac de tissu noir muni de manches, dans lequel il plonge les mains pour leur manipulation, ce qui lui donne, disent ses contemporains, l'allure d'un rôdeur à la recherche d'un mauvais. Reprenant le terme de Bourdieu, aurait probablement classé Brassai parmi les historiographes. Sa photographie, tout à la fois document, preuve de présence, témoignage et souvenir, l'inscrit résolument dans la tradition référentielle et désigne Brassai comme, je cite à nouveau Floch, un médiateur qui prend en charge, je le cite encore, un discours antérieur au sien. Il serait, selon Floch, un photographe témoin engagé à donner la parole. Sa pratique se distingue néanmoins de celle de l'historiographe de Floch en ce qu'elle ne reconstitue pas une histoire, sa photographie n'est pas narrative, mais dévoile plutôt une parole qui témoigne de la présence, voire de l'engagement d'un sujet. On pourra mesurer la puissance de cet engagement plus tard.
mais se manifeste de façon paradoxale, puisqu'elle est à la fois affichée dans l'espace public et secrète, codifiée par le langage du graffiti et recueillie dans l'obscurité. Pour la délinéation la plus précise, cette photographie référentielle requiert un point de vue frontal et une lumière capable de révéler le moindre dénivelé qui dessine l'empreinte. À la recherche des meilleures conditions de prise de vue, Brassai peut photographier plusieurs fois le même graffiti, parfois après quelques années. Ce qui compte, c'est la ressemblance de la photo avec le graffiti gravé, la mise en visibilité de ce qui est contenu dans l'ombre, la révélation et l'iconisation par le contraste lumineux, mais aussi la conservation dans le visible de ce qui serait relégué dans le souvenir une fois la promenade achevée. Si une certaine délégation de la main à l'appareil sur pied évoque une mise à distance prothétique, le photographe intervient par une rigoureuse sélection. Il construit non pas un répertoire visant l'exhaustivité, mais une collection, sa collection, en donnant un certain nombre de graffitis droit de cité, en les attestant par sa présence et en intervenant aussi dans l'aspectualité du discours médié. Il interrompt la praxis énonciatique dont il procède et les fige dans une forme stabilisée. Conforme au principe de l'énonciation, qui est toujours à la fois individuelle et collective, une première inscription par un premier énonciateur peut être prise en charge par un deuxième, qui l'assume plus ou moins en redirige le sens, en redirige la forme, puis par un troisième. Et le devenir du graffiti reste alors hors champ. La prise de relais n'est qu'une hypothèse formulée par Brassai, puisque la praxis photographique interrompt nécessairement celle de la gravure, transformant ce qui relève de l'inaccompli en accompli. Alors, les descriptions de Fontaine dans Sémitique du discours restituent ce mouvement de la praxis énonciative, une phase d'innovation, quand à partir des virtualités du système, une forme est actualisée puis réalisée, obtient un statut de réalité qui l'impose comme une référence pour la suite de la praxis. À l'inverse, une phase menant à la stéréotypie après figement peut se diluer dans les virtualités du système. Et cette dialectique entre création et sédimentation rencontre ici une temporalité spécifique qui entrecroise deux praxis énonciatives, référentes à des instances distinctes menant à une inscription des formes, celle qui correspond à la gravure des murs et celle qui en collecte les empreintes. Dans les carnets qui accompagnent ces pérégrinations nocturnes à partir de 1950, Brassai relève précisément les adresses et les dates des graffitis photographiés, afin de suivre leur évolution et y revenir par un meilleur éclairage. Malheureusement, à quelques exceptions près, on les verra tout à l'heure, quand, suivant sa description, un sorcier aux oreilles d'âne devient un clown enfariné, par exemple, parce que sa face a été recouverte de peinture blanche, l'évolution des inscriptions ne peut être suivie. Et c'est plutôt l'accumulation des graffitis autour d'une thématique fédératrice qui donne à la praxis une apparence ubiquitaire plutôt que diachronique, en dessinant ce que Pierluigi Basso appelait l'autre jour un nuage de stéréotypes. La figure du nuage me semble très adéquate pour décrire le fonctionnement paradoxal des stéréotypes, qui se laissent identifier alors qu'ils n'apparaissent jamais exactement sous la même apparence. Ce bouger inhérent au stéréotype pourrait restituer le jeu de la différence nécessairement introduite dans la répétition, comme l'a écrit Deleuze. La métaphore du nuage permet en tout cas de faire le lien entre la suggestivité du mur et la plasticité des stéréotypes, comme nous allons voir. Alors, les stéréotypes se présentent comme des nuages, d'abord parce que le geste d'inscription peut faire varier leur forme, même si elle reste tout de même contrôlée par un diagramme qui garantit la reconnaissance et l'identification d'un stéréotype. En cela, le bouger reproduit simplement les variations des motifs de capacité. Mais les formes peuvent aussi être reconfigurées dans l'acte d'observation sur le principe de la bonne forme. Combinées aux potentialités figuratives du mur, elles se prêtent encore à toutes sortes d'interprétations. Brassai cite d'ailleurs en plusieurs endroits le traité de la peinture de Vinci, qui recommande l'étude des nuages et surtout celle des vieux murs imbriqués de taches, où l'on verra des têtes humaines, divers animaux, des rochers, la mer, des nuages, autre chose. C'est comme le tintement de la cloche qui fait entendre tout ce que l'on imagine. Voilà, c'est le texte de Vinci. Dans la continuité, Brassai se réfère en outre, c'est un passage très long, il se réfère à l'œuvre ouverte en disant « il y a un jeune esthéticien italien très brillant ». C'est pas dans la première édition sans doute de Brassai, mais dans la seconde, où c'est intervenu, il avait lu Écho. Mais au-delà d'une ouverture des formes et de la signification, on peut aussi envisager une projection sur le mur sur le principe de la pareidolie. Dans la mesure où ce phénomène de la perception ne concerne que des formes familières, des représentations acquises, ce sont les visages, indispensables aux relations sociales, qui seront principalement reconnus, de même que les formes ayant valeur de stéréotype. Ils diffèrent donc du motif en ce qu'ils précèdent toujours l'observation et insistent pour être énoncés. Amossi et Hirschberg éclairent leur fonctionnement lorsqu'elles les définissent comme des images dans notre tête, qui médiatisent notre rapport au réel.
Il s'agit de représentations toutes faites des chaînes culturelles préexistantes, à l'aide desquelles chacun filtre la réalité ambiante. La langue anglaise, qui associe deux mots à l'image, image et picture, restitue les deux versants des stéréotypes. Puis, échappant à la matérialité, les stéréotypes s'apparentent aux images de la langue anglaise. Toutefois, parce qu'ils sont pour ainsi dire en attente d'utilisation, pressent d'être partagés, ils réclament aussi des supports, c'est leur versant pictures. Outre le temps des pérégrinations des graveurs et du photographe dans l'espace parisien, la temporalité de la praxis énonciative inclut les séquences correspondant à la prise des formes, deux actions symétriques marquées par un principe d'étirement et la figure de la persévérance. Le temps long de l'inscription de la forme par le geste de gravure est celui, long également, de la pose photographique par un appareil à plaque, auquel s'ajoute encore une séquence de manipulation. Pour ces deux actions, d'ailleurs, une alternative pratique offrait la possibilité d'un raccourci, celui de la peinture et celui de la photo instantanée avec un appareil portatif, le Leica, qui était cher aux contemporains de Brassai. Alors, précisons la temporalité spécifique à la gravure. Les recherches sur le graffiti se consacrent le plus souvent aux peintures urbaines contemporaines. Et on pourrait citer les productions du programme de la région Nouvelle-Aquitaine, Graph City, et les journées d'études organisées avec Ludovic Châtenay. Grapper est toujours plus ou moins synonyme de peindre. Brassai, il livre certes un petit nombre d'exemplaires peints, on va les voir, mais son corpus réunit essentiellement des gravures, dont la pratique est marquée par une aspectualité durative, lente, laborieuse, en raison de la résistance du support mural. Cette résistance du matériau détermine l'émergence du prototype, comme les commentaires de Brassai permettent de l'établir. Dans un texte qui accompagne sa collection, il oppose l'art secret des cavernes, composé de gravures et sculptures solitaires, nées des accidents rocheux, et le style de plein air, ouvert, tout en mouvement et en action, qui ne scrute presque jamais la matière du support. La caverne gravée accueille des portraits de bêtes, de femmes ou de sorciers, mais jamais une histoire ou le début d'un mouvement, écrit-il, alors que le style ouvert projette au contraire une vision sur le support du mur. Les figures y sont des silhouettes fugitives, susceptibles de déformation, insérées dans une composition. Sa description résonne avec la figure du Gis qui a été construite par Morisot, ce regard des artistes de la préhistoire aujourd'hui perdus, qui projetaient effectivement leur vision des animaux défilant à distance sur une paroi située sur les lieux de chasse. Et on fixait ainsi le mouvement. Le terme Gis fait coïncider pour lui deux mouvements, celui de la vie et celui des bêtes qui défilent à distance. Alors les apports de Brassai, que je complète ici avec Morisot, renvoient les graffitis à une semi-symbolicité élémentaire, opposant systématiquement le dedans des endroits cachés dans les entrailles de la terre, c'est la formule de Brassai, et le dehors des lieux de chasse où l'on rencontrait effectivement les animaux. Les petits gestes rotatifs de la main et des doigts s'opposent même aux gestes amples impliquant les bras et tout le corps. L'iconicité obtenue par creusement et soustraction de la matière à celle qui est obtenue par addition. Des figures réifiées et statiques à des compositions mobiles. Un style statique à un style dynamique donc. Mais surtout, et c'est une dimension qui est éludée par Brassai, une aspectualité durative produite par des gestes réitérés, persévérants contre la matière, et une aspectualité marquée au contraire par la célérité et la spontanéité, quand le support n'offre aucune résistance ni aspérité et que la main glisse dessus. Donc une aspectualité déterminée par le contre qui ralentit ou par l'avec qui encourage l'accélération. L'opposition dessinée par Brassai suffit en tout cas à donner à sa collection de graffitis gravés la cohérence d'un corpus homogène, réuni autour d'un unique modèle de figure séparée, privilégiant la position de face, concentrée sur elle-même et manifestant une égale puissance auratique. À quoi tient cette aura? À l'expressivité des formes, aux trous creusés dans le mur qui dessinent des constellations de regards et en imposant et démultipliant un effet de présence et d'étrangeté, retourne le nôtre. La nuit permet d'installer les conditions de la pratique, et de l'installer précisément, mais assure aussi un meilleur contrôle de l'éclairage en accentuant les ombres propres qui creusent les incisions et localement les ombres projetées sur les surfaces voisines, comme on le voit sur ces photographies. Elle permet ainsi de révéler les moindres aspérités et les taches du mur qui, entrelacées avec les incisions faites de main humaine, densifient, accentuent les volumes et donnent une chair, voire une vie réifiée. Observons maintenant ce corpus constitué de 7 catégories, à commencer par l'ensemble luminaire intitulé « La naissance de l'homme ». Voilà. Cette série se consacre à la couche inférieure du mur située à 1 mètre du sol, comme le précise Brassai, ce qui correspond à la haute époque de l'enfance de 3 à 7 ans. Les visages qu'elle réunit évoquent, écrit-il,
les modèles de l'art pariétal de l'Australie et de la Grande-Bretagne, une déesse des morts opérée en Espagne ou au Portugal, et des masques esquimaux d'Alaska. Il oppose ces visages constitués de 2 cavités au bonhomme, constitué par son schéma corporel, avec un rond et des bâtons, que les psychologues associent à la première représentation enfantine de l'être humain. Alors, si la hauteur du graffiti définit l'âge de l'instance énonçante et donne à l'enfant son sens littéral, ce sont effectivement des graffitis dessinés par des enfants à hauteur d'enfant, les écrits de Brassai, qui sauf pour cette première catégorie, éludent toute référence à la localisation de la prise de vue sur le mur, introduisent d'autres accélérations. L'organisation du corpus est en effet entièrement traversée par un parti. Le graffiti réfère à l'enfance. Et dans les textes qui accompagnent les photos, il évoque tout à la fois l'enfant, le primitif, le petit artiste, une enfance heureuse, le génie de l'enfant, mais en élargit le sens lorsqu'il note l'enfance reste proche de l'enfance du monde. Et dans cet espace de dedans dont parle Michaud. Alors, le mot enfance prend-il pour lui un sens propre ou figuré? Est-ce une métaphore pour réunir une préhistoire de l'art, les arts premiers, l'homme préhistorique ou l'artiste des sociétés primitives? Une métaphore qui, retenant seulement le trait du commencement, efface toutes les autres dimensions. Alors, à quelles instances réfère l'enfance? À des sociétés ou des individus? Il fait à plusieurs endroits un lien explicite entre diverses acceptions, en la considérant comme le point d'entrée obligé du graffiti. Comme de lointains ancêtres, l'enfance se débat dans la nuit, comme dans une solitude effrayante, fondamentale. Un être contraint et brimé, livré souvent à des parents désunis, stupides et brutaux, toujours à un monde hostile, comme les premiers hommes l'étaient aux éléments au mauvais sort. Alors, cette référence permanente permet de réduire un certain nombre de contradictions relatives à la fois au statut de l'art envisagé à différentes époques et au statut de l'artiste. Brassai assume lui-même ce grand écart lorsqu'il écrit « On comprend pourquoi certains de ces graffitis nous rappellent les civilisations disparues, péruviennes, mexicaines, précolombiennes, et que d'autre part, ils évoquent les œuvres des peintres contemporains, Picasso, Klee, Rouault, Miro, etc. » Venu autour de l'enfance, ce corpus de graffitis s'offre comme un réservoir de stéréotypes achroniques, référant au passé et projetant aussi bien dans le présent de l'époque de Brassai, puisqu'ils inspirent les surréalistes avant Picasso, Ernst ou Klee. Il renvoie au mythe dans la mesure où il raconte une origine, évoque un premier âge de l'art pariétal ou ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. L'origine pourrait également revêtir ici une acception psychologique et concerner les préoccupations fondamentales thématisées par certaines catégories du corpus, qui recoupent les grandes symboliques illustrées par l'histoire de l'art. La mort, l'amour, le sexe, celles que Todorov et d'autres ont identifiées dans les natures mortes en particulier. Les graffitis assument plus essentiellement une fonction mythique dans la mesure où, légitimés par ce rapport à l'enfance, une transversalité intégrale leur permet de réduire toutes les contradictions temporelles et statutaires de l'art en reliant les pratiques artistiques d'époque et de continents éloignés, de même que les statuts de leurs instances. Alors, sans aborder la question des graffitis, Lévi-Strauss rend compte de cette transversalité de formes produites par des sociétés différentes. Et dans ses échanges avec Charbonnier, confirme les positions de Brassai relatives à l'élision des formes gravées. Dans les arts dits primitifs, il observe une disparité entre les moyens techniques dont l'artiste dispose et la résistance des matériaux qu'il a à vaincre. Il l'empêche de faire de l'œuvre d'art un simple facsimilé. Ne pouvant produire son modèle, il doit le signifier, encore Lévi-Strauss, si bien qu'au lieu d'être représentatif, l'art apparaît comme un système de signes, ce sont ses termes. Cette proposition trouve son illustration dans les divers exemples de sculptures qu'on a tous en tête, dont les formes sont d'autant plus allusives que leurs matériaux résistent aux gestes d'incision. On peut penser à la sculpture inuite que la dureté des pierres arctiques limite à quelques incisions. C'est juste un gros bloc avec un petit trait pour la bouche souvent. Et parce que le matériau résiste, il y a un excès d'objets qui recrée une distance correspondant à l'irreprésentable du surnaturel, indique encore Lévi-Strauss, d'où une incidence sur l'aura, comme on va le voir plus loin. Poursuivant son étude des sociétés dites, Lévi-Strauss observe que l'œuvre reproduit des modèles construits collectivement, si bien qu'il semble y avoir guère de différence entre celles qui ont été faites à un intervalle de plusieurs décennies. Et ces motifs sont d'autant plus facilement partagés dans la communauté qu'ils sont réduits à quelques traits. L'effort vise à la fois la conservation, la vulgarisation des thèmes considérés comme nobles, dit-il encore. Dans les sociétés dites modernes, il note au contraire une évolution des motifs qui aboutit à une consommation presque boulimique de tous les systèmes de signes qui ont été et qui sont en usage dans l'humanité, depuis qu'elle possède une expression artistique et partout où elle en agit. Le cubisme, par exemple, s'inspire des arts primitifs, partage son ambition de signifier plutôt que de représenter. Et sans pouvoir revendiquer sa fonction collective, explique encore Lévi-Strauss, sa relation à une créativité collective.
Alors, dans la continuité de l'argument de Lévi-Strauss, on pourrait mentionner l'opposition faite à propos de l'art actuel entre les pratiques des professionnels qui visent l'innovation, c'est conforme à la proposition de Lévi-Strauss, et celle des amateurs marquée par l'académisme, la reprise des modèles préconstruits. Alors, si les uns, comme les autres, puisent après tout dans un stock de stéréotypes dont le plan de pertinence devait être apprécié, est-ce que ces stéréotypes concernent les figures, est-ce qu'ils concernent plutôt les styles? C'est une capacité réflexive différente de trancher, marquée par l'autorité singulière de l'artiste dit professionnel. L'assumption consiste en ce cas à mettre en question les formes figées en vue d'une exagération, d'une déformation, qui interrogera la signification et la renouvellera. Entre l'artiste et l'amateur, ce qui est en jeu, c'est une autre conception de l'engagement, qui n'est pas déterminée par la plus ou moins grande résistance du support, comme on va le montrer, mais liée au statut de l'instant d'énonciation. L'artiste prend position devant l'héritage, quand l'amateur se désengage. Certes, il asserte, mais il laisse l'héritage passer à travers lui pensées. Les apports de Brassailles sur les graffitis et ceux de Lévi-Strauss sur l'insertion des formes dans la société établissent un lien d'afférence entre la résistance du mot, le caractère allusif des figures gravées, la répétition qui engage fortement le corps dans son rapport au support, aussi bien qu'au temps, et la relation de l'individu au collectif du point de vue de la diffusion comme de la transmission. Ils élaborent une règle d'efficacité du stéréotype, dont la reconnaissance par une communauté en synchronie comme en diachronie est favorisée par l'illusion de ces formes, qui sont ainsi aisément mémorisables, aisément reproductibles. Il y aurait donc une corrélation inverse entre la faible étendue expressive et l'amplitude de la reconnaissance. Tout laisse en outre penser que les stéréotypes seront d'autant plus facilement convoqués qu'ils sont motivés par des préoccupations fondamentales et intemporelles. Lévi-Strauss parlait des plus nobles, justement. Tous les désignent donc comme des ressources pour les artistes des sociétés dites modernes en quête de renouvellement, appelés à négocier la contradiction entre répétition des formes et nécessité de l'innovation. La disproportion entre le caractère allusif des formes produites et la densité maximale de la signification pour les désigner comme des sortes d'interfaces oratiques entre la production et l'observation, aussi largement ouverts sur ces deux versants de l'énonciation, des filtres économes en quelque sorte, qui interrogent le sens même de la vie. Le corpus de Brassailles permet plus très spécifiquement de reconstituer un stéréotype lent qui confronte une force d'engagement à un support d'inscription résistant et contraste avec le stéréotype rapide du graffiti peint. Dans les deux cas, les stéréotypes résultant du figement d'une praxis, ils supposent une profondeur historique, une sédimentation d'usage antérieur, devant être rapportés à un certain rythme d'apparition et de disparition du formes. On a ça dans les deux cas. Mais en même temps que l'accomplissement des formes inscrites, se joue l'accomplissement identitaire du sujet. Avec le stéréotype lent, le choix se trouve plus ou moins immobilisé, renié par la résistance et la subjectivité du mur. On se souvient que pour Brassailles, les formes naissent des accidents au jeu. Alors que ce choix est totalement ouvert pour le stéréotype rapide, qui n'offre aucune résistance au geste d'inscription. Dans le stéréotype lent qui réfère au graffiti gravé, l'identité individuelle est ainsi fortement contrainte par l'identité collective. Le mur invitant à l'accentuation de la forme inscrite, l'identité individuelle tend à s'accomplir dans le collectif. Et seul un engagement fort pourrait l'en détourner. On ne peut que continuer ce qui a déjà été commencé. Voilà. Dans le stéréotype rapide, au contraire, l'identité individuelle s'impose aisément, donnant même lieu à une rhétorique de négation, de rature, d'effacement, de superposition, qui transforme le mur de graffiti peint en un palimpseste, en un lieu de controverse où les compositions sont stratifiées et complexifiées. Approchons-nous. Un peu si je touche. Approchons-nous des catégories élaborées par Brassailles pour éclairer le fonctionnement des stéréotypes. Le corpus de photos ne restitue pas le cours de la praxis de la gravure, mais le paradigme, un nuage si on préfère, construit autour de plusieurs isotopies. Et cette catégorie s'intitule La naissance de l'homme, avec 10 graffitis, Max et visage, 10 graffitis également, les animaux, 9, l'amour, 17, c'est la catégorie principale, la mort, 15, la magie, 21, pardon, et les images primitives, 12. C'est la magie qui l'emporte dans l'amour. Heureusement, hein. Oui. La sélection opérée par Brassailles apparaît dans la réunion de l'amour et du sexe dans la catégorie de l'amour. Dans cette série,
Ce qui retient l'attention, c'est l'absence relative de représentation du sexe masculin, 2 sur 12 seulement. Alors on pourrait se demander si Brassai n'en a pas trouvé sur les murs de Paris, ce qui m'étonnerait un petit peu. Les sélections opérées pour des autres catégories laissent plutôt penser que ce qui l'intéresse, c'est que le stéréotype fasse nuage, pour ainsi dire. Il recherche les variations qui introduisent une différence remarquable, d'où l'hypothèse d'une faible représentation pour manque de variation et de créativité pour le sexe masculin. Cette catégorie de l'amour s'organise autour de 2 grands attracteurs. D'abord le cœur, qui peut être percé, un exemple ici. On peut recevoir des initiales personnalisantes réparties sur 2 ventricules, ou des pronoms réfléchis, comme on voit ici, toi, moi, dans la réunion forme un nous. On peut recevoir aussi des orbites qui dessinent une sorte de visage coupé en 2, mais aussi le corps de la femme plus ou moins schématisé, parfois associé à un cœur. On va voir ici, voilà. Schématisé par un sexe associé au sexe masculin. Dans cet ensemble, une sorte de miroir entouré de rayons, le voici, il est très beau, reflétant un bonhomme en mouvement fait écart. Se pourrait-il que cette figure joyeuse ait inspiré Chris Haring? On y pense beaucoup. La catégorie de la mort est construite autour du crâne humain. Elle emprunte ainsi le symbole principal de cette thématique dans l'art occidental, partagé par la nature morte et le memento mori en particulier, on va le voir. Mais cet attracteur unique repousse une autre représentation conventionnelle de la mort, celle du pendu dans la catégorie de la magie. Vous voyez, on aurait pu mettre le pendu dans la mort, mais non, il va avec la magie. Associé à la croix, le crâne se distingue des masques et visages, dont les formes varient d'une occurrence à l'autre, comme pour exemplifier la singularité caractéristique du visage. Voici d'autres exemples. Voici d'autres exemples encore. Voilà. Dans ces faces aux contours divers, les yeux, la bouche et le nez sont toujours fortement marqués. Parfois à peine esquissés, le crâne se reconnaît principalement au creusement des orbites et à une organisation en 2 parties caractérisée par un contraste de volume, la partie basse de la mâchoire étant plus étroite. Les orbites sont systématiquement creusées, de même que le nez et la bouche qui peut être garnie de dents, comme on voit ici à droite. Dans la catégorie représentative de la mort pour Brassai, un second attracteur s'impose néanmoins à l'attention. Regardez, la figure de 2 os longs entrecroisés placés derrière sous le crâne. Derrière le crâne, sous le crâne ici. Parfois schématisé jusqu'à réduire le graffiti à 2 droites entrecroisées, traversant ou aboutissant à des trous. Ces droites croisées conditionnent l'acceptation du tracé des cheveux sur une face que sa rondeur apparente pourtant davantage un visage. C'est un crâne. On a vu ici, vous voyez ici l'image avec les 4, l'image qui se trouve en bas à gauche. Vous voyez, ça pourrait être une tête chevelue. Elle n'a pas la forme d'un crâne, mais pourtant elle se trouve dans la catégorie de la mort. Voilà. Alors que son absence renvoie une tête en forme de crâne, c'est celle qui se trouve à droite, qui est également chevelue dans la catégorie des images primitives, qui rassemble des têtes aussi bien que des personnages entiers et en mouvement. Cette croix d'ossement qui dessine un rectangle ou un carré semble un trait déterminant dans la construction du stéréotype. C'est un déterminant, sinon un indispensable trait, car un crâne apparaît dans sa croix. Mais on a vérifié aussi qu'elle permet de stabiliser une figure ambiguë. C'est cette figure qui se trouve ici, en bas à gauche. Voilà. Ce sont les os qui donnent sens à cette tête. Les os entrecroisés peuvent être séparés du corps. Mais lorsqu'ils le touchent, c'est au crâne qu'ils sont attachés. Voilà. Elles sont séparées. Et voilà, c'est très beau. C'est de très beaux graffitis. Les os sont toujours attachés à la tête. Et lorsqu'ils sont tachés, ils dessinent des sortes de rayons autour du crâne. Cette adhérence au crâne caractéristique du stéréotype de la mort est révélée dans une comparaison avec ce graffiti de la catégorie des images primitives qu'on voit ici. Regardez, on a toujours ces rayons, mais vous voyez, ils ne sont plus derrière la tête, ils sont derrière le corps. Et il n'y a plus 2 rayons, mais il y en a 3. Ces cas limites éclairent le fonctionnement du stéréotype en désignant des critères d'inclusion ou d'exclusion qui relèvent ici de la topologie et du nombre. Ce qui importe pour l'inclusion dans la catégorie de la mort, c'est la lecture horizontale de la croix et son association au crâne. C'est aussi le nombre des droites qui, à partir de 3, transforme la croix en rayon. Dans la catégorie masque et visage, c'est la forme du contour qui s'impose comme déterminante. Émacié pour le crâne et diversifié pour faire un visage.
Toujours organisés autour des yeux, d'un nez, d'une bouche, les graffitis de cette catégorie ressemblent beaucoup à ce que Brassai a remis dans la catégorie la naissance de l'homme, celle des enfants. Pourtant, un peu d'attention révèle la présence de contours pour les graffitis tracés par les adultes. En certains cas, le tracé d'un sourire, la naissance de l'homme au contraire, et celle de trous fortement élargis pour les enfants. Au nombre 2 ou 3, parfois sans aucun contour, voyez, répartis même en hauteur, il suffit à évoquer un visage ou en former l'hypothèse. Après tout, le titre de la catégorie, la naissance de l'homme, renvoie-t-il à l'identité des instances énonçantes ou à la forme qui est assertée en attente d'assomption et témoigne d'un devenir? Voilà, parce que c'est ça la naissance de l'homme. Organisée autour de plusieurs attracteurs, la vaste catégorie de la magie semble particulièrement hétérogène. On identifie 2 représentations du diable, les voici, reconnaissables à ses cornes, à ses oreilles pointues. On reconnaît aussi des faces arrondies par un grand sourire. Voici l'autre. Des silhouettes portant un chapeau pointu en diagonale. Un personnage abonné d'âne ou un être hybride humain-animal à oreilles pointues. Une tête auréolée de rayons, on est toujours dans la catégorie de la magie, et une femme oiseau qui semble être sortie d'un film de Todd Browning. Et puis enfin, un personnage hybride et casqué, arborant une croix gammée et une ondite claire, dont on présume qu'il tient compagnie au diable. C'est pour ça qu'il se trouve dans cette catégorie. La transformation peut être retenue comme une propriété structurante pour cette catégorie, envoyant au pouvoir du magicien ou à la réduction des contraires par le mythe, avec la femme oiseau. Elle concerne aussi le mode d'inscription. C'est dans cette catégorie qu'on trouve en effet 2 des 3 catégories peintes du corpus. L'un qui tranche le corps d'un bonhomme en 2, un côté en blanc, l'autre côté en noir, et l'autre qui est restitué dans ces 2 versions. Un bonhomme gravé portant un chapeau ayant été crayonné de blanc ultérieurement. Voilà, c'est un des exemples de graffiti retouchés, qui s'est refotographié par Brassai. Voilà la magie. La catégorie des animaux, la plus réduite, semble aussi la moins intéressante. À l'exception d'une tête de canidé présentée de face, vous la voyez ici en bas, la petite tête en bas, les chiens, les oiseaux, le cheval et le poisson sont représentés par une silhouette de profil, mais pas en mouvement, comme pour confirmer l'opposition faite par Brassai entre les figures réifiées et statiques, des murs gravés des cavernes, et les compositions dynamiques des parois des lieux de chasse. La tête étant le plus souvent tournée vers la gauche, il y a une seule exception avec le chien, elle pourrait même marquer l'arrêt, voire le retour en arrière si on suit l'ordre de lecture occidental. Conclusion. Étant de synthétiser nos résultats, cette étude des photographies des graffitis parisiens de Brassai a éclairé le fonctionnement du stéréotype blanc qui s'élabore dans la résistance au support et dans un temps long, et qui ajuste l'identité individuelle à l'identité collective, en introduisant une sorte de hiatus entre la temporalité lente de l'accomplissement et l'automatisme, la spontanéité de la référence culturelle. Notre parcours a également souligné la puissance variable des attracteurs, selon que les catégories sont homogènes, celle de la mort et dans une moindre mesure celle de l'amour, ou hétérogène, lorsque la diversité est motivée par les besoins de la thématique. La magie transforme plusieurs attracteurs. Le visage est nécessairement divers, donc plusieurs attracteurs. L'homogénéité semble en tout cas déterminée par l'ampleur de la reconnaissance. Comme dans le phénomène de l'appareil Dolly déjà mentionné, par lequel on projette sur les nuages et les murs les formes les plus familières, ce sont bien les visages, mais aussi les figures conventionnelles, les symboles qui bénéficient des automatismes culturels, de la diffusion et de la transformation la plus large, sont eux qui sont privilégiés. Les symboles de la mort et de l'amour, qui sont de surcroît motivés par des préoccupations existentielles, constituent, de même que les visages, les principaux attracteurs des stéréotypes gravés. On pourrait penser qu'ils sont aussi les attracteurs des stéréotypes visuels. Une dernière remarque s'impose. Si l'étude des catégories construites par Brassai confirme un fonctionnement des stéréotypes autour d'attracteurs, elle met surtout au jour des conditions d'inclusion et d'exclusion dans une catégorie. La forme, la topologie et le nombre en particulier. Si on suit l'exemple des ossements entrecroisés et la possibilité de transformation d'une lugubre croix en rayon, on aperçoit une possibilité d'inversion axiologique quand la multiplication des traits exprime le rayonnement de l'amour. La dysphorie, qu'une forme géométrique immobilisante, confirme dans son caractère implacable, et bien sûr on pourrait prendre les propositions de Kandinsky sur la symétrie, sur l'équilibre des formes, sur l'immobilisation.
cette dysphorie peut s'inverser en euphorie et en mise en activité du sujet, en activation de l'être. L'entrecroisement des droites signifie la mort exprime la joie et la vie, ce qui suffit à témoigner de l'efficacité d'une sémiose qui, avec des recombinaisons minimales du plan d'expression, peut renouveler et presque inverser un contenu. Je vous remercie. Diane, moi j'aurais deux questions, la première très courte. La première, je me demande ce que toi tu appelles le stéréotype dans le travail. Est-ce que ça correspond, c'est une bonne question, hein, est-ce que ça pourrait correspondre aux formes du pathos de l'avivage, quelque chose de ce type-là, des grandes catégories, voilà, presque pathémiques de l'histoire de l'image. Et puis la deuxième, c'est, tu parles du stéréotype blanc produit par la résistance de la matière dans ce cas. Est-ce que est-ce que cette catégorie, cette idée de stéréotype blanc, le produit de la résistance de la moitié du monde, peut être pensé pour d'autres objets. D'ailleurs, d'autres formes de stéréotypie. Et ça serait quoi? Stéréotypie culturelle, toutes les formes de stéréotypie. Je te remercie pour ces deux questions. Je n'ai pas beaucoup de réponses à apporter, mais je vais vraiment y réfléchir. Oui. Ce qui est intéressant, c'est comment, finalement, avec ce stéréotype blanc, c'est comment on ne peut s'accomplir que dans le collectif, finalement. C'est ça qui était intéressant. Mais c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à d'autres supports. Mais de ce point de vue-là, le graffiti est totalement exemplaire dans son caractère elliptique. La possibilité de ne tracer que quelques traits, finalement, et finalement de devoir s'inscrire, pour ainsi dire, dans des traits qui ont déjà été faits. Voilà, la force de négation, on parlait de négation tout à l'heure, est difficile à produire. On ne peut pas nier non plus. Enfin, c'est très difficile de nier. Alors que c'est beaucoup plus facile de nier dans le graffiti peint, bien sûr. Ce n'est que ça, nier. Ce n'est que ça. Ce n'est que de la négation, finalement, le graffiti peint. Hein, ce qu'on appelle toyer, se mettre en concurrence avec les autres, effacer. Alors que là, non, c'est très différent. Mais je réfléchis à ces deux hypothèses. Bien, merci. Marie-Julia. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, trois questions, mais hyper rapides, parce que en t'écoutant, à plusieurs reprises, je me suis étonnée, mais je n'aurais pas su forcément comment résoudre mon étonnement. Alors, tu as dit une chose très intéressante. Tu as dit au début une image, disons, une manifestation stéréotypique se perd dans la virtualisation, tandis que quelque chose, par contre, de très unique, c'est une réalisation. Tu as dit ça. Quand tu as parlé aussi du nuage, mais tu as dit vraiment, dans les stéréotypiques, on se perd dans la virtualisation. Tu te rappelles ou j'ai mal compris? Je n'ai pas dit comme ça, je crois pas. Au tout début, tu as dit, je pense, il y a quelque chose, quand on obtient quelque chose d'unique, avant de parler de nuages, tu as dit, on se perd dans la virtualisation, en parlant de la praxis. C'est ça. Mais je reprenais le texte de Jacques Fontanier. Oui. Mais justement, pourquoi les stéréotypes seraient une non-réalisation où on reste au niveau de la virtualisation? Mais disons oui, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de bifurcation du sens. Dans ce sens-là, on reste au niveau du stock. Du stock. En même temps, ce sont des stocks qui... Je ne suis pas contre cette idée, hein. Ça me fascine beaucoup et je veux la comprendre bien pour éventuellement y réfléchir pour moi-même, mais je me dis, d'une certaine manière... les images vraiment stéréotypées, je ne parle pas forcément de Brassailles, j'oserais dire ce sont des hyper-réalisations qui ont choisi des syntaxes très particulières. Et ça c'est lié à ma deuxième question, quand tu as dit les stéréotypes est un nuage, mais il y a un diagramme qui les rend reconnaissable comme stéréotype. Alors, moi, je me suis retrouvée, surtout
face à la production, face aux outputs de l'intelligence artificielle générative, à voir que je reconnaissais les stéréotypes, mais je ne savais pas de quoi exactement. Donc, dire qu'on reconnaît les stéréotypes, oui, dans la plupart des cas, mais le problème, c'est que très souvent, tu vois quelque chose d'hyper stéréotypé, mais stéréotypé de quoi? Alors, c'est un autre problème qu'on ne va pas résoudre maintenant, toi et moi ici, mais ça m'a aussi, ça fait partie des étonnements, parce que comment les appeler? Ce sont un ensemble de syntaxes à démêler, difficiles, etc. Et puis, ça m'intéresse beaucoup, cette distinction sur les stéréotypes rapides, disons, et les stéréotypes lents. Je me dis que même si tu parles d'aspectualisation, tu parles quand même de manière synchronique, c'est-à-dire c'est rapide dans l'observation, c'est lent dans l'observation. Mais comment est-ce qu'on pourrait penser par contre sur la diachronie des stéréotypes lents et des stéréotypes rapides? Ça revient aussi à la question de Warburg, c'est-à-dire on a des forces qui se transmettent d'image à image, mais quel est l'intervalle de cette transmission? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aussi, non seulement Warburg, mais aussi l'autre, c'est lui qui a écrit La vie des formes, Faucillon. Faucillon, une chose très importante, par beaucoup d'intervalles. Donc, cette énergie, on la transmet à d'autres images, mais on peut la transmettre après 3 siècles, on peut la transmettre après, je veux dire, une génération d'être. Et je pense que si on était historien, mais tu l'es un peu, je veux dire, tu es un peu historien de l'art, c'est-à-dire que tu connais l'histoire, tu sais quoi, ça vaudrait peut-être la peine de penser aussi à cette lenteur et rapidité, non seulement dans la synchronie du regard, mais aussi dans la diachronie du déploiement des formes. Et justement, tu l'as dit d'une certaine manière, on parle des arts primitifs, on passe par Picasso, ok, bien sûr, mais on pourrait aller voir quelles sont les étapes précisément et voir quel intervalle entre ces étapes. Quelles étapes entre l'art pariétal et Picasso? Oui, absolument. Bon. Et par rapport à ta question, en écrivant et en reprenant ce texte sur la pratique énonciative, je me disais qu'on pouvait dire en fait exactement les deux choses. Parce qu'on pourrait dire qu'un stéréotype est aussi hyper réalisé. Oui, il faut savoir, je veux dire, dans les deux cas, je ne suis pas pour l'une ou pour l'autre, mais il faut savoir bien les justifier dans les cadres dans lesquels on se pose. Jean-François? Oui. J'étais en train de rêvasser. Oui. Alors, l'idée qui m'est venue en t'écoutant, c'est que ce que tu disais, c'était pas tellement différent finalement de ce qu'on avait entendu dans l'exposé précédent sur l'IA. Et que, après tout, on pourrait très bien comparer Brazaï et son appareil photo à quelqu'un avec son ordinateur. Et essayons pour commencer de créer quelque chose d'une virtualité. Alors, Brazaï, il choisit un motif sur le mur, il choisit un appareil photo, c'est donc un choix technique, il a un 6.9, tu l'as bien dit, c'est important de l'avoir dit, etc. Il va choisir la focale, et donc, dans tout ça, on est dans le virtuel. On est dans le virtuel, c'est-à-dire pour l'instant, il n'y a pas encore d'image, il n'y a rien, mais il fait ce que font les photographes. L'homme ou la femme avec l'ordinateur fait à peu près la même chose. Il y a un ordinateur, l'appareil photo, c'est un ordinateur. Et puis, de même que l'autre choisit, il finit par créer une virtualité. Et la virtualité, c'est un prompt. Qu'est-ce qui va se passer avec ce prompt? Qu'est-ce qui va réaliser ce prompt? Parce qu'après, le virtuel n'est pas réalisé. Alors, l'appareil photo
va réaliser quelque chose avec quoi? Avec des processus chimiques, avec tout un tas de choses. Et ça en appuyant dessus, donc de même que l'ordinateur appuie sur, et demande, et dit d'accord, oui, allons-y. Alors la machine travaille, et quand la machine a bien travaillé, bien, on a quelque chose qui est, pour l'appareil photo, on a une image, il sort une image, et l'intelligence artificielle aussi sort une image, et moi aussi c'est exactement la même chose. Donc on a ce que Simondon appelait un cycle, comparer ça au cycle de la perception. Et une fois que cela est fait, une fois qu'on a l'image finale, qu'est-ce que c'est que l'image? Ben, c'est une image si on veut, mais c'est surtout un signifiant. Et comme tu l'as bien dit, ben, ce signifiant, on peut le réinscrire dans le processus. C'est-à-dire, sur la base de cette image, faire quelque chose à nouveau de virtuel. C'est ce que Jacques appelle la potentialisation. Donc, on a du potentiel. Le potentiel, la charge du potentiel, c'est créer du nouveau virtuel, etc. Hein? Et donc, ce schéma tout à fait me semble vieux comme les rues, c'est-à-dire c'est la poule et l'œuf en quelque sorte. C'est ce que Aristote appelle la puissance, l'acte, l'antéléchise. C'est très vieux, mais c'est un schéma générateur extrêmement puissant et effectivement, c'est la pratique énonciative. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est cyclique. Alors, bon, est-ce que j'ai dit une bêtise par rapport à l'intelligence artificielle? Ça, on va me le dire, mais On va te le dire, oui. je le sens. On va te le dire, oui. Non, mais une petite chose simplement, parce que Jean-François ne parle pas du fonctionnement de l'IA, il parle de prompter. Oui, photographier. Mais l'intérieur, moi, j'ai tout ça, je ne sais pas non plus comment marche une pellicule. Je voulais tout simplement dire que les prompts est plutôt un moment d'actualisation, à mon avis, pour la simple raison que les prompts sélectionnent. Donc, on n'est pas dans la virtualité du tout. Ben, si. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Sélectionne au sein de la virtualité à travers un prompt. Non, le prompt, tu l'écris en français et à partir d'une idée à toi, tu cherches quelque chose. Donc, c'est virtuel. Tu n'as pas encore la chose. Mais le prompt sert à faire la sélection et à construire les parcours de la machine qui te donnera une réalisation, un output. Oui. L'appareil photographique également. L'appareil photographique, même chose. Oui, bien sûr. C'est le moment d'actualisation, pas de virtualisation. C'est le moment d'actualisation et pas de virtualisation. Le prompt, c'est le moment du virtuel. Pour moi, non. Mais bon. Mais ça peut être. Mais bon, c'est pas grave. Le virtuel, c'est extrêmement vaste. Ça comprend la personne. Par exemple, Maria Julia a envie de faire un prompt. Il y a des raisons pour lesquelles elle a envie de faire un prompt. C'est exactement Brazza, il va choisir quelque chose. Tu vois, et ça, c'est virtuel parce que tu ne l'as pas encore fait. Mais la machine. Bien sûr, mais dans l'actualisation, tu ne l'as pas fait encore non plus. Non, mais l'actualisation, c'est la machine qui s'en occupe. C'est dans l'accouplement, c'est pas la machine toute seule. La machine à partir de ton prompt. La machine te répond, oui. Oui, c'est l'action duale. C'est l'action duale. Elle actualise. Elle réalise. La réalisation, c'est après, c'est le résultat. Tu as bien vu comme c'est compliqué, l'actualisation depuis le flou initial. Bon, enfin, est-ce que ça répond? Merci beaucoup. Non, mais c'est Mais la mise en équivalence de prompter et photographier, c'est intéressant. C'est tu vois? C'est en fait dans le temps. Tu as commencé l'exposé en parlant d'amitié avec Cartier-Bresson. Et Cartier-Bresson, lui, fonctionnait sur l'instant des films. Qu'est-ce qu'il en reste sur le bras? Oui, là, c'est le contraire. Justement, c'est ça. Donc, c'est tout à fait le contraire d'installer,
Comme ça, c'est en position. Henri, c'était la réalisation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout le même matériel. Pas du tout la même pratique. Pratique est complètement opposée. C'est ça. Gilles, c'est un peu dans la cible de ça, mais je prendrai la question autrement. Dans votre exposé, donc les collections de Brassailles et ses catégories, l'hallucination, c'est qu'une catégorie des stéréotypes que lui a pris, choisi, photographié, mis en image, mis en nuage. Donc, on raisonne sur ces catégories et les catégories qui sont sur les murs, qui sont plus ou moins anthropologiques. Donc, dans ce qu'on a présenté, l'hallucination, c'est qu'une modalité, la magie, à côté de l'amour ou d'autres catégories. Alors que dans l'exposé précédent, c'était en opposition. Et donc, moi, ça m'amène une réflexion assez classique par rapport à le livre sur la couleur, c'est la catégorie support-surface en peinture, c'est beaucoup pour le sens, à côté de la couleur, à côté du dessin, mais le support-surface joue. Donc là, vous avez le support-surface de la caverne, vous avez commencé là-dessus, je pourrais reprendre, mais elle fonctionne d'une certaine manière. Là. La caverne en termes magiques, l'espace ouvert, qui serait a priori le du stéréotype. Mais dans l'IA prompt, ça se rejoint, c'était le trouble de l'exposé d'avant. Sur le mur, il y a un fonctionnement qui est lié aux différents œuvres qu'on graffité. Et il y a les prises, les mises en scène de Brassailles. D'un côté, on peut dire qu'il tire vers l'anthropologie, c'est la réflexion de Caillois sur les formes primitives de la même époque. Je pense qu'il tombe dans le même cercle. Aujourd'hui, ça résonne totalement différent, la forme primitive. Et donc, ça devient une catégorie ethnophotographique, c'est comme ça que vous l'avez présenté, quoi. Alors que sur le prompt, on a division. Alors là, je pourrais développer, mais c'est des questions d'expert d'avant. Du prompt IA, on attend une communication. Si l'IA nous renvoie que des stéréotypes, on est déçu, on laisse tomber. Par chance, l'IA nous propose des indices précis. Donc, on reprend la machine, on reconvoque le prompt. Et pour répondre à ton paradoxe sur Van Gogh, il est venu, là, le masque de Van Gogh. Dans le masque africain, le masque mural, il n'y a pas de nez. Donc, il faudrait poser la question au prompt, dessine-moi un masque de Van Gogh. Mais là où je voulais en venir, c'est que le support surface, il faudrait le réinterroger, et que de l'IA, et que du numérique, et que de la catalyse, pour reprendre, et que des nuages, ça peut se faire systématiquement. Ça peut être très ennuyeux, puisque on se peut stéréotype, mais on voit que dans l'exposé d'avant, les catégories stéréotypes et assumptions, elles sont décalées, quoi. On ne sait plus quels sont les critères de vérité en termes de communication. Tout ça tombe. Il y a un autre jeu qui se déploie, les images, les émotions, mais on perd même les catégories de Brassailles. C'est là où je voulais te relancer, quoi. Est-ce qu'il y a continuum du stéréotype et de l'hallucination, ou est-ce qu'il y a scission, je parle tout, comme dans l'exposé d'avant, quoi. C'est une très bonne question, bien sûr. Mais évidemment, on peut penser aussi à Benjamin, à la question de l'exposition, de la perte de l'aura, déjà. Parce que là, ce qui est vraiment mis en évidence avec ces graffitis, c'est la force oratique de ces figures qui sont ramassées sur elles-mêmes, qui sont réifiées, et qui laissent parler le mur aussi. Et quand les choses parlent d'excès d'objets, ça apparaît énormément dans ces photographies. Là, c'est vrai que on est au bout du processus de l'exposition avec ces images numériques, ça c'est clair. Voilà, il n'y en a plus. Et vous me faites penser aussi à cette association à la paroi avec la vision. Oui, c'est vrai. Les parois sur lesquelles on projetait les animaux qui passaient à distance. Oui, c'est ça. Il y aurait une familiarité avec ça, c'est vrai. Ce serait possible. Un signe fonctionne avec un autre signe. Un signe fonctionne avec une texture. Un signe fonctionne avec des peurs. Donc ça, c'est partie de l'archéologie du signe. Et là, le rapport au support est hyper important. Et c'est vrai qu'on oublie toujours cette part des graffitis. On est toujours sur les graffitis peints qui éludent le mur complètement et qui ne trouvent pas cette résistance du mur. Là, on voit que même notre identité se construit contre ce mur. C'est ça qui est
C'est intéressant. Pour vous, il serait possible de transposer à l'IA ou il y a une perte en ligne? Ben, non, même, faut pas déplorer la perte de l'aura parce que c'est tellement déjà fait, c'est vrai, mais il y a autre chose, bien sûr. Une aura peut-être. Mais en tout cas, cette aura-là, c'est sûr que C'était le ça restera un coup. Il y avait une question, Roxane, tu avais une question? Oui, oui, rapidement. Merci, Anne, c'était très intéressant. Et en fait, je voulais porter disons, ce qui était évoqué, la relation support-surface, format, etc., qui me parle beaucoup parce que je travaille sur les questions de l'écrit. Je me dis peut-être qu'on pourrait mobiliser la catégorie du symbolique pour pouvoir parler de stéréotypes. Parce que j'ai l'impression que le stéréotype, comme tu disais, disons, il y a tout un processus de réduction, etc. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, etc. Mais dans l'interaction entre les supports, les surfaces, les configurations qui sont déjà là, j'ai l'impression qu'il y a, disons, là se joue, disons, les aspects les plus intéressants du symbolique. Pourquoi on va mobiliser certaines catégories perceptives qui deviennent des catégories interprétantes, etc., et comment elles transitent entre les différentes couches de la matérialité au sens. Et donc, j'ai l'impression que les graffitis, de manière assez parlante, nous permettent de la voir, cette transition. Et donc, voilà, je partage la réflexion. Oui, très juste. C'est une façon de réfléchir sur le support, Oui. par rapport au support qu'on élude totalement, toujours, bien sûr. Par rapport au support dans le stéréotype, dans la stéréotypie. Parce que moi j'ai vu en travaillant sur les écrits, par exemple, ce que tu montrais, la réduction du visage, non seulement disons, dans le phénomène de la pareidolie, mais vraiment la réduction aux 3 points, donc les yeux et le nez. Ça, c'est une configuration que moi j'ai vue qui s'est mise en place dans l'histoire de la typographie. Ça va très très loin, l'histoire des yeux et du nez. Donc je me dis, mais pourquoi en fait ces catégories de la perception qui nous façonnent au quotidien peuvent aller au-delà de la représentation du visage. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose qui touche d'un côté à l'anthropologie, donc nos catégories perceptives qu'on fait transiter dans des domaines, donc disons des domaines culturels, des petites, disons des découpages de notre culture au quotidien et qui migrent, etc. Et donc, c'est pour ça que ça m'évoque en fait l'intérêt, peut-être qu'on aurait intérêt à revenir sur cette catégorie du symbolique qu'on a complètement évacuée de la réflexion sémiotique et qui nous permet de transiter d'une matérialité à l'autre et de voir qu'est-ce qu'on en fait de ces matérialités. Qu'on a un peu jeté aux oubliettes en pensant que c'était un peu ancien et qu'on était sur d'autres. Moi, je pense qu'on a tout intérêt, surtout quand aujourd'hui c'est des questions de matérialité numérique, on n'en sait rien de la matérialité numérique, on n'en parle jamais. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à y revenir, à la remettre en question. Parce que sur la figuration, je n'ai pas assez souligné ça, le rapport face-profil. Voilà pourquoi cette peinture des cavernes, elle matérialise la face, avec cet effet d'aura aussi, qui s'ajoute, alors que les parois, c'était le profil. Et même un profil défilant comme ça. Tu te remarques, quand on veut le symbolique, dans les écritures, on va vers Peirce, donc c'est l'icône comme symbolique. Il n'y a pas le support surface. Je pense que c'est mis complexe, ça. Je pense. Oui, il est passé au-delà de Peirce, quoi. Dernière question. Dernière question. Rapidement, je me posais la question en écoutant l'exposé sur Brassai. Je me disais, est-ce que ça existe encore les graffitis de ce genre, c'est-à-dire gravés dans la pierre ou dans le bois? Je ne sais pas si on ferait une bonne récolte aujourd'hui si on cherchait ça. Et je me disais, pour reprendre ce que tu dis sur Barber et la fossile, il y a un effet, une idée de fossilisation sur le stéréotype blanc, comme ça, qui reflète une sorte de vouloir de répondre à une obligation qui est totalement indépendante comment dire, de l'élite artistique. C'est quelque chose qui semble immémorial, comme ça, en tout cas qui prend l'allure de quelque chose d'immémorial. Et c'est ça qui est fascinant, parce que si Lévi-Strauss met des catégories aussi comme ça qu'il va chercher en anthropologie, c'est parce que c'est des figures qui semblent comme ça génériques. Et dans l'idée du stéréotype blanc, il y a peut-être l'idée de s'interroger sur
qu'est-ce qui fait obligation comme ça? Donc, qu'est-ce qui relie la gravure avec une source qui imposerait pour la face? Vous voyez, quelque chose comme ça. Ne serait-ce que même un trou. On a vu, il y a des graffitis qui sont. Oui, il y a un trou, mais- pas avec la matière. Oui, vraiment. Ouais. Juste un trou, même 3 trous en hauteur comme ça, et ça devient quelque chose, quoi. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose parce que Brassai a voulu que ce soit quelque chose aussi. C'est vrai, parce qu'il y a peut-être d'autres trous. Ouais, oui, ça lui a suggéré des catégories. Mais quel rapport justement entre la catégorie et ce qui a été fabriqué avant? On a l'impression qu'il y a une inversion. C'est pas une catégorie dans laquelle on met des choses, mais c'est d'abord une volonté et une source qui est à l'origine de ce perçage, de cette gravure. Et Brassai vient et trouve une catégorie qui lui correspond. Enfin, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre justement entre ces deux praxis, si on peut dire. Ouais. Enfin, cet événement en fait de la rencontre et le fait de faire une collection à partir de ça, mais qui est vraiment une collection, une sélection, hein, c'est clair. Hein. Très bien. Alors, on réapplaudit. Hein. On se voit dans 15 jours, le 27, pour écouter Abner Pérez et Alumine Rosso. Merci Claudio d'avoir été avec nous aussi et très bientôt tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci.